Combien coûte le très convoité Ford F-150 Lightning 2023? Parce que oui, on est déjà rendu à l'année modèle 2023. Ford a lancé le modèle en 2022 sur le marché canadien, mais on ne l'a commercialisé sous ce millésime que pendant quelques mois, après quoi on est débarqué avec le modèle 2023 qui ne change évidemment pas. Ce sont les mêmes versions, les mêmes options. Donc, modèle de base qui est le modèle Pro, disponible uniquement aux entreprises sur le marché canadien et livré au compte-gouttes, évidemment, parce que le modèle de base, c'est pas toujours celui qu'on veut vendre, particulièrement chez Ford, qui essaie de niveler vers le haut et qui nous livre une quantité très limitée de véhicules sur le marché canadien par rapport à ce qu'on va vendre sur le marché américain. Alors, malheureusement, il faut s'y faire et vous aurez compris que les délais d'attente pour un Ford F-150 Lightning, ils sont de plus en plus longs. Alors, la version Pro de base, comme je le mentionnais, ensuite la version XLT, le modèle Lariat qui est ici et finalement la version Platinum qui est la plus luxueuse. Dans les trois premiers cas, on obtient une batterie de 98 kWh, autonomie annoncée à 375 km et 452 chevaux de puissance pour un 0-100 km/h annoncé en 5,2 secondes. Alors, c'est extrêmement rapide. Évidemment, bon, c'est un véhicule qui a énormément de capacité, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez avoir davantage d'autonomie, on annonce chez Ford une autonomie de 515 km avec la grosse batterie de 131 kWh qui, elle, est livrée de série sur la version Platinum et en option au coût d'un peu plus de 13 000 $ sur la version XLT et la version Lariat qu'on a ici, qui est d'ailleurs équipée de cette grosse batterie de 131 kWh. Petite nuance, il faut savoir que l'autonomie sur la version Platinum est réduite à 485 km sur papier, évidemment, puisqu'on ajoute des roues de 22 pouces sur cette version-là et qui a une plus grande résistance au sol. Capacité de remorquage maintenant, 7 700 livres avec la petite batterie, 10 000 livres avec la grosse batterie. C'est quand même pas rien, c'est un camion qui a énormément de capacité. Bon, évidemment, on le sait, on en a entendu parler énormément. Il y a diverses prises de recharge sur le Ford F-150, un peu partout dans le véhicule. On peut utiliser des outils. On peut inverser la charge de la batterie même pour alimenter une maison, un chalet, n'importe quel accessoire, évidemment au détriment de l'autonomie. Vous pourriez même recharger un autre véhicule électrique avec ce véhicule-ci, puiser l'énergie qui est emmagasinée dans la batterie pour recharger un autre véhicule. Donc, les possibilités sont infinies, sans compter le fait que sous le capot ici, bien évidemment, il n'y a pas de moteur, il y a beaucoup d'espace, 400 litres de volume cargo, des prises de recharge, 120 volts, il y a tout ce qu'il faut ici et on peut emmagasiner 400 livres de contenu. Donc ça aussi, c'est très impressionnant. Il y a beaucoup d'astuces sur le Ford F-150 Lightning. Ça en fait un outil de travail vraiment intéressant. Maintenant, lorsqu'on achète un F-150 avec la grosse batterie de 131 kWh, ça vient avec ce qu'on appelle le Pro Box Wall, un chargeur qu'on installe à domicile. Ça prend évidemment une installation électrique conséquente, mais c'est un chargeur plus puissant que celui que vous pourriez vous procurer un peu partout sur le marché, des 32 kW, avec lesquels vous allez prendre environ 18 à 20 heures pour une recharge complète du F-150 Lightning à domicile. Donc, c'est quand même très long. Ça vaut donc la peine d'opter pour ce chargeur qui est plus rapide, mais encore une fois, ça prend une installation conséquente à domicile. On peut recevoir des charges avec ce véhicule-ci jusqu'à hauteur de 150 kW de puissance. Et dans ce cas-là, pour une recharge de 15 à 80 %, chez Ford, on annonce un temps de 40 minutes pour la recharge. Bon, évidemment, c'est dans des conditions optimales. C'est très difficile d'aller obtenir cette charge maximale ici sur le réseau au Québec, et particulièrement lorsqu'il fait froid et lorsque la température de la batterie fluctue. On nous assure cependant chez Ford qu'on a travaillé énormément pour optimiser le rendement énergétique de ce véhicule-ci durant la saison froide. C'est évidemment très important parce que ça change évidemment la donne sur l'autonomie du véhicule et sur le rendement du véhicule en hiver, parce qu'il ne faut pas oublier que ces véhicules-là sont également faits pour travailler. Et d'ailleurs, j'ai voulu simuler un remorquage avec ce véhicule-ci pour voir ce que ce véhicule-là avait dans le ventre. Et voici ce que ça donnait.
Alors non, je ne suis présentement pas en mode remorquage. Cependant, j'ai effectué l'exercice, c'est-à-dire d'accrocher à l'arrière du F-150 Lightning une remorque dont le poids était de 6600 livres. Essentiellement, un Ford Bronco sur une remorque d'aluminium pour voir si le camion était évidemment capable de remorquer et quel était l'impact sur l'autonomie de ce camion-là. Évidemment, on était dans des conditions idéales, sans chauffage ni climatisation, il faut le souligner, évidemment avec une remorque qui n'est pas fermée, donc moins sensible au vent qu'une remorque de contracteur, par exemple, où là, bien évidemment, ça pourrait avoir un impact négatif sur l'autonomie. Et bien sûr, pas d'hiver non plus, parce que évidemment, on sait que durant l'hiver, l'autonomie va chuter drastiquement. Alors, avec une autonomie annoncée à 515 km, bien que ce soit très, très optimiste, si vous voulez mon avis, comme autonomie annoncée, eh bien, j'ai vu l'autonomie chuter avec 6600 livres à l'arrière à 200 km. En fait, j'ai parcouru 200 km. Il me restait au tableau de bord 50 km d'autonomie, mais comme l'autonomie chutait littéralement de moitié, bien, j'ai estimé qu'il ne restait en réalité que 25 km d'autonomie. Donc, grosso modo, j'aurais pu faire 225 km avec ce véhicule-ci, avec une remorque de 6600 livres à l'arrière. Bon, évidemment, j'ai conduit sur autoroute, sur des routes secondaires, en milieu urbain. J'ai fait un peu de tout pour que ce soit équilibré au niveau de la charge, en respectant les limites de vitesse également. Alors, ça vous donne une idée de l'impact sur l'autonomie, mais remarquez, c'est très comparable avec un véhicule à essence, parce que si vous prenez, par exemple, un F-150 à moteur 3,5 litres EcoBoost, à l'âge, vous allez rouler à du 13 litres, 13 litres et demi, 14 litres au 100, mettez une remorque à l'arrière de 6-7 000 livres et la consommation va grimper à 24-25 litres au 100 facilement. Donc, c'est pratiquement doublé et c'est un peu la même chose avec le F-150 Lightning. La consommation énergétique est environ de 28 à 30 kWh par 100 km dans la réalité, dans la vie de tous les jours. Bien, elle grimpe à 50 kWh par 100 km lorsque vous remorquez une charge de 6600 livres. On annonce 10 000 livres de capacité de remorquage pour ce véhicule-ci. Et ça, je suis pas inquiet. Le véhicule est capable de le faire. Honnêtement, on le sent très solide. On ne sent pas qu'il souffre. Bon, évidemment, encore une fois, j'avais pas la charge maximale, mais j'ai pu remorquer de très, très lourdes charges avec un Lightning lors du lancement du véhicule auquel j'avais assisté. Et c'est un camion qui est très, très, très solide, honnêtement. Le gros inconvénient du F-150 Lightning en ce qui me concerne, c'est évidemment son poids. 7000 livres, c'est une masse gigantesque pour une camionnette de série 1500. Pas besoin de vous dire que le poids, c'est l'ennemi numéro 1 des véhicules. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les 515 km d'autonomie annoncés pour une conduite de tous les jours, c'est très optimiste. J'ai eu peine à faire 400-425 km avec ce camion-là sur une seule charge. Alors, je vous le mentionnais, autour de 30 kWh par 100 km. Faites le calcul, pour 400 km, c'est 120 kWh et on a une capacité de 131. Donc, la vérité, c'est que c'est 400-425 km d'autonomie que vous serez capable de faire avec ce véhicule-ci dont le poids est de 7000 livres. Cependant, j'ai pu aussi conduire une version à batterie de 98 kWh. Et là, ça devient intéressant parce que comme le poids est moindre, bien, l'énergie demandée par le camion est moindre. Donc, on est davantage en mesure de réaliser l'autonomie qu'on annonce chez Ford, qui est de 375 km avec la petite batterie. Vous allez faire 350, 360 assez facilement avec ce véhicule-là. Et je vous dirais que le comportement est intéressant aussi, plus intéressant qu'avec la grosse batterie, parce que le camion est plus léger, parce qu'on le sent plus maniable et parce que l'effet de rebond est moindre qu'avec un véhicule dont le poids est de 7000 livres. Personnellement, si j'avais à me procurer un F-150 Lightning demain matin, fort probablement que j'opterais pour la petite batterie. Évidemment, ça dépend des besoins de tous et chacun. Si vous remorquez considérablement, si vous avez de longues distances à faire, c'est peut-être pas l'option idéale, mais pour une conduite de tous les jours, pour un contracteur qui travaille à proximité et qui n'a pas besoin d'une grande autonomie, je pense que c'est une option viable parce que le véhicule consomme moins d'énergie, parce qu'il est plus léger et parce que l'écart d'autonomie entre la petite et la grande batterie dans des conditions réelles
n'est pas si grand que ça, sans compter le fait qu'au niveau accélération, on est pratiquement à la même place. On annonce 452 chevaux de puissance avec la petite batterie, 580 avec la grosse, mais comme on a 800 livres de plus, ben je vous avoue que sur le 0-100 km/h, on est à peu près à la même place. En fait, Ford annonce 5,2 pour le modèle à petite batterie, 4,8 pour le modèle à grosse batterie, et je serais curieux d'effectuer le test pour voir si réellement il y a un écart, parce qu'au niveau sensation, on est carrément à la même place. Alors ça, il faut le considérer. La grosse batterie, elle coûte très cher, et je considère que le surplus à débourser pour mettre la main sur la batterie de 131 kWh, c'est beaucoup trop cher pour ce qu'on obtient, malheureusement. Autre point que je dois souligner, bien que le comportement routier du véhicule soit impeccable, franchement, ça se conduit de façon magnifique, c'est silencieux, il y a une réponse à l'accélération qui est évidemment très intéressante. Et au niveau des suspensions, parce qu'on a une suspension indépendante à l'arrière, bien, il y a une meilleure maniabilité avec ce véhicule-ci qu'avec un F-150 régulier qui fait encore appel à un pont rigide, évidemment. Cela étant dit, le véhicule est très lourd, je le mentionnais, et ce que j'ai pu constater comme impact sur le véhicule que je conduis présentement, qui affiche un peu plus de 3500 km au compteur seulement, c'est que les pneumatiques s'usent à une vitesse faramineuse. Je sais que mes collègues journalistes ont conduit ce véhicule-là dans le passé, qu'il a peut-être été malmené, ce qui explique pourquoi les pneus sont usés davantage que la normale. Mais ce n'est absolument pas normal que sur le véhicule que je conduis présentement, les pneus avant soient usés à la corde. Ils doivent être remplacés après 3500 km de conduite. De la conduite intense, certes, mais ce n'est pas un véhicule de circuit, et la seule explication logique qu'on peut trouver pour justifier le fait que les pneus soient usés à ce point-là, bien, c'est le fait qu'on utilise des pneumatiques similaires à une camionnette à essence pour un véhicule qui est beaucoup plus lourd qu'un F-150 régulier. Alors, il faudra considérer l'achat de pneumatiques qui sont conçus pour composer avec des véhicules d'une telle masse. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement évident à trouver et qu'il faudra considérer dans les coûts d'entretien de ce véhicule-ci un achat de pneus beaucoup plus régulier qu'avec un véhicule à essence. C'est pas donné des pneumatiques sur un véhicule comme celui-là. Alors ça aussi, ça fait partie des irritants du F-150 Lightning. On fabriquera environ 150 000 unités du F-150 Lightning en 2023. C'est beaucoup de camions. Malheureusement, seulement 2 à 3 % de la production viendra de ce côté de la frontière au Canada. C'est ce que les concessionnaires estiment malheureusement, et ça explique pourquoi les délais d'attente sont mirobolants. Bon, Ford, évidemment, préfère vendre ses camions aux États-Unis. On comprend pourquoi, parce que c'est beaucoup plus payant de vendre des véhicules là-bas où la force du dollar est beaucoup plus grande, alors qu'en vendant des véhicules au Canada, bien, on perd littéralement des sous. C'est la loi du marché actuel avec un taux de change qui est environ de 1,38, 1,40. Donc, vous aurez compris que Ford n'est pas nécessairement intéressé à vendre des véhicules au Canada. On le sent de plus en plus parce que les cours sont vides, alors que du côté des États-Unis, on réussit à avoir un inventaire qui est quand même assez intéressant. C'est un marché actuellement qui est très difficile, particulièrement chez Ford, et malheureusement, il faut faire avec ici au Canada. Évidemment, Ford, pour continuer d'offrir des véhicules chez nous au Canada, a choisi de grimper les prix du F-150 Lightning pour 2023, et attention, de façon significative. L'an dernier, le F-150 Lightning d'entrée de gamme coûtait 58 000 $ et on grimpait la facture jusqu'à 110 000 $. Ça, c'est avant les frais de transport préparation qui sont de 2 195 $. Mais attention, pour 2023, ça fait mal. Voici les augmentations de prix pour les modèles 2023. Alors, le modèle Pro de base, augmentation de prix de 9 000 $. La version XLT, qui est probablement la plus populaire, 11 000 $. La version Laria et la version Platinum, 10 000 $ d'augmentation. Alors, échelle de prix, transport, préparation inclus chez Ford, 69 195 à 123 195 $. Ça, c'est évidemment pour un modèle 2023. Et vous aurez compris qu'au Canada, on va tout faire pour vendre un maximum de versions Laria et Platinum, et on va tenter de conserver les versions un peu moins chères pour le marché américain, là où elles sont plus profitables. Parce qu'évidemment, plus on monte en gamme, plus c'est payant de vendre un véhicule.
Vous aurez compris, une version Platinum à plus de 120 000 $, elle est beaucoup plus lucrative qu'un modèle Pro de base qu'on va vendre à 67, 68, 69 000 $, tout dépendant des options et du concessionnaire. Et actuellement, en plus, il y a surenchère sur ces véhicules-là. On a vu des modèles Lariat dont la valeur se situe autour de 90, 95 000 $ se vendre à 115, 120 000 $ sur le marché de la revente, alors que les camions n'ont que quelques centaines de kilomètres au compteur. C'est vous dire à quel point on se les arrache, ces véhicules-là, sur le marché. Et pourtant, c'est loin d'être des aubaines, parce que j'ai effectué un exercice de comparaison avec un modèle équivalent à essence équipé d'un V6 3,5 litres biturbo, donc le moteur EcoBoost, qui est le plus puissant offert avec un F-150 Lariat. J'ai choisi à peu près les mêmes options et j'arrive à un écart de prix de 38 000 $. C'est énormément d'argent et pour rentabiliser le surplus afin de passer sur une version Lightning, il faudra rouler énormément. Il ne faut pas oublier que ce véhicule-ci, ça vient quand même avec des frais. L'électricité n'est pas gratuite. Vous l'avez vu, l'usure des pneus, c'est prématuré par rapport à un modèle à essence. Ça sera la même chose pour quelques autres pièces du véhicule, notamment les suspensions, puisque ce véhicule-là est extrêmement lourd. Donc, ça affecte évidemment la durée de vie de certaines pièces du véhicule, même si chez Ford, on dit les avoir renforcées. Alors, attendez-vous à ce que les coûts d'entretien à moyen long terme soient quand même considérables sur ce véhicule-là, bien que vous n'ayez pas à faire de changement d'huile. Bon, évidemment, considérant l'échelle de prix de ce véhicule-là, il n'y a pas de crédit gouvernemental applicable à l'achat d'un F-150 Lightning, sauf si vous êtes un entrepreneur. À ce moment-là, vous avez droit à 10 000 $ de crédit, taxes incluses. Le véhicule qu'on a ici, bon, et c'est un véhicule dont le prix d'entrée est à 92 195 $, transport, préparation inclus. On ajoute à ça l'ensemble 511A qui comprend quelques éléments de luxe et surtout la grosse batterie de 131 kWh. Le groupe d'options à lui seul coûte 18 600 $. Vous ajoutez ensuite 250 $ pour les tapis de caoutchouc à l'intérieur, 1120 $ pour l'ensemble remorquage max et 600 $ pour la caisse qui est pulvérisée d'un enduit protecteur et ça porte la facture à 113 015 $ avant taxe. Malheureusement, puisqu'on dépasse le seuil des 100 000 $, il y a une taxe de luxe qui vient s'ajouter. Dans ce cas-ci, c'est un montant de 2 603 $ pour la taxe de luxe. Donc, ça porte la facture à 115 623 $. Vous décidez de financer le véhicule 2 178 $ par mois sur 6 ans à un taux de 5,49 %. Et si vous appliquez à ça le 10 000 $ de crédit pour entrepreneur, à ce moment-là, vous êtes à 2 015 $, taxes incluses. Maintenant, à la location, puisque les valeurs résiduelles sont relativement faibles, et ça, c'est particulièrement surprenant, les mensualités sont pratiquement aussi élevées que sur un financement 6 ans. Par exemple, à un taux de 5,99 %, vous allez louer ce véhicule-ci à 2 135 $ par mois sur un 48 mois, 20 000 km par année. Et si vous appliquez le crédit de 10 000 $ pour entrepreneur, la mensualité baisse à 1 867 $, taxes incluses. Inutile de vous dire que la location, dans le cas d'un véhicule comme celui-là, elle est fortement déconseillée parce que c'est pratiquement un placement, un F-150 Lightning, tout dépendant de l'utilisation que vous en faites, parce qu'évidemment, si vous l'abîmez, si vous travaillez durement avec, il y aura des coûts d'entretien, des coûts de réparation qui seront probablement élevés, mais il en demeure pas moins qu'on se les arrache, ces véhicules-là. Il y a surenchère, comme je le mentionnais, et vaut mieux l'acheter que de le louer parce que ce véhicule-là vous coûtera pratiquement rien. À l'achat comme à l'utilisation, encore une fois, à condition d'y faire attention, et ça, c'est le nerf de la guerre. Mais vous avez vu qu'il y a quand même des petits irritants avec le F-150 Lightning. Si vous avez l'intention de remorquer avec ce véhicule-ci, il faut utiliser l'application, prévoir ses trajets, prévoir ses recharges, absolument. Il y a des problèmes au niveau de l'usure des pneumatiques, c'est prématuré. Il y en aura probablement aussi au niveau de certaines pièces de soubassement et malheureusement, ça, c'est juste le temps qui va nous le prouver. Mais en attendant, c'est quand même un camion convaincant et c'est une machine très intéressante à conduire. Vous économisez en essence, mais ça vous coûte très cher pour accéder à un de ces camions-là. Et si vous en avez un en commande, ne la laissez pas tomber, ne la cédez pas à personne, parce que le seul fait de l'acheter vous permettra de le revendre à profit dès le lendemain. C'est du moins ce qu'on peut constater en ce moment.